Bien, mes chers collègues, merci de votre présence. Vous vous doutez qu'à titre personnel, je suis ravi d'être parmi vous ce soir et de tenir ce conseil municipal. Je voulais vous remercier pour nombre d'entre vous de vos petits messages. Nous avons donc été testés négatifs avec Monsieur Crépin, ce qui nous permet d'être présents avec vous ce soir et d'ouvrir ce conseil municipal, qui est un conseil municipal important, puisque nous allons aborder notamment le budget supplémentaire et vous présenter les premiers axes de nos décisions. Alors, il me revient le fait de vous dire que M. Bedin donne pouvoir à M. Bouquin après son départ, M. Dedé donne pouvoir à Mme Trussardi jusqu'à son arrivée, M. Stocker donne pouvoir à Mme Palot, M. Crotté donne pouvoir à Mme Vienne, M. Charpentier donne pouvoir à Mme Robinson. Et s'ils en sont d'accord, sont désignés comme secrétaire de séance Mme Bonduel et Mme Franquès. Voilà. Alors, nous attaquons donc à l'ordre du jour. L'approbation, peut-être avant, l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 août 2020. Y a-t-il des observations sur ce compte-rendu du Conseil municipal? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Première délibération qui concerne la démission de Madame Aurélie Mathieu, conseillère municipale, et l'installation de Monsieur Philippe Trojan, que je ne vois. Oui, bien sûr, mon cher collègue. Donc, Monsieur Trojan, vous êtes installé dans vos fonctions de conseiller municipal. J'en prends le conseil municipal. Il n'y a pas de vote, hein, bien entendu, et nous en prenons acte. Et je vous souhaite, bien entendu, la bienvenue au sein de notre conseil municipal. Deuxième délibération. Comité d'agglomération de Bourges Plus, commission locale d'évaluation des charges transférées, désignation des délégués du conseil municipal. Donc, nous avons une liste à vous présenter qui serait une liste commune, si vous en êtes d'accord. Donc, premier titulaire, Yann Gallu, deuxième titulaire, Irène Félix, troisième titulaire, Joël Alain, quatrième titulaire, Magali Bessard, Monsieur Stocker, cinquième titulaire, Madame Mingui, sixième titulaire, Yannick Bedin serait septième titulaire, Josette Paget, huitième titulaire, Martial Reberol, neuvième titulaire, et vous avez des suppléants qui sont intégrés dans la délibération. Je ne pense pas que j'ai l'obligation de la lire, Madame. Non, vous l'avez... elle est jointe au débat. Donc, sur cela, il vous est demandé d'approuver cette composition. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons le compte-rendu des décisions du maire agissant par délégation du conseil municipal. Donc, elles sont jointes. Oui, monsieur. Oui, monsieur le maire, très, très heureux de vous voir présent parmi nous, bien évidemment, ainsi que votre directeur de cabinet. Juste sur la délibération, je sais que par habitude, on ne doit pas revenir sur une délibération qui est votée, mais vous auriez dû demander, il ne me semble pas que vous l'ayez fait, si nous étions d'accord à l'unanimité de voter à main levée. Ah, vous avez raison. Et vous savez très bien que parfois, on peut être toqué au contrôle de légalité. Vous avez raison. Donc, on aurait dû demander si vous étiez d'accord pour le vote à main levée. En tout cas, nous le sommes. Hein? Donc, pas d'opposition par rapport à ça? Merci beaucoup. C'est vrai qu'on avait vu ça avant. Donc, merci de votre vigilance, chers collègues. Alors, je ne sais pas. On est à la numéro 3, compte-rendu des décisions du maire agissant par délégation du conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Non. Donc, là-dessus, sur cette délibération, je vous demande de me donner acte de ce compte-rendu
des décisions du maire agissant par délégation du conseil municipal. Juste pour information à l'ensemble du conseil municipal, vous savez que, comme d'autres ici présents, j'exerce la profession d'avocat, que depuis mon élection, j'ai énormément baissé mon activité et qui va aller en diminuant de plus en plus, mais que j'ai souhaité que soit rédigé ce qu'on appelle un arrêté de déport. Ça veut dire que je souhaite que, étant lié à ce milieu, je n'ai plus, en ce qui me concerne, à connaître des décisions judiciaires qui engagent la municipalité. Et, par exemple, le choix des avocats et le suivi des dossiers. Alors, je serai informé, bien entendu, mais j'ai souhaité que tous les contentieux soient maintenant examinés par Monsieur Joël Alain, qui est deuxième maire adjoint et qui est chargé de l'administration générale, pour qu'il ne puisse pas y avoir, quelque part, une sorte de conflit d'intérêts. Et donc, c'est à partir de maintenant, Monsieur Joël Alain, qui aura dans ses fonctions la charge aussi de regarder toutes les affaires juridiques de la municipalité, et que ça soit en défense ou pour rester en justice, afin qu'il n'y ait pas de, je dirais, de questionnement sur ma relation avec le monde judiciaire. Voilà, je voulais le préciser parce que ça me paraît important que nous soyons extrêmement vigilants collectivement face à d'éventuelles situations. Monsieur Philippe Mercier, vous voulez prendre la parole? Oui, monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, vous savez la compétence qu'ont les avocats du barreau de Bourges sur notre territoire. Et j'aimerais mettre un vœu, je souhaiterais que, si c'est possible, que sur certains contentieux de la ville de Bourges, soit les avocats de notre ressort du barreau de Bourges qui soient mandatés par notre collectivité, parce que nous disposons au sein de notre barreau, alors c'est pas la petit village gaulois qui préserve mais néanmoins, je pense que les compétences sont là et il faut garder nos compétences sur notre territoire, et ça fait partie, à mon sens, du rôle d'une collectivité comme la commune de Bourges. Voilà le souhait que j'émettais ce soir par rapport à mes confrères du barreau de Bourges. Alors, Monsieur Mercier, je vous en remercie. Sachez que quand j'ai transmis cette compétence à Monsieur Joël Alain, de regarder l'ensemble des contentieux de Bourges, j'ai fait la même remarque. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me déporter. Donc je souhaite, je le dis, je souhaite que dans le cadre légal, eh bien, des affaires, parce que la municipalité a le choix de ses avocats. Donc je souhaite que Joël Alain, qui en a maintenant la responsabilité, se rapproche d'une manière ou d'une autre pour regarder, ça se fait dans d'autres villes, hein, ça se fait exactement dans d'autres villes. S'il ne peut pas y avoir un travail avec les avocats de Bourges, on pourrait très bien imaginer, comme ça se fait par exemple au niveau de l'Assemblée des maires du Cher, où il y a 2 cabinets d'avocats qui ont répondu à une sorte d'appel, alors on ne peut pas dire d'appel d'offres, mais d'appel selon certains critères, eh bien qu'on puisse faire en sorte que, bien entendu, vous en doutez, le cabinet dont je suis originaire ne participera pas à la consultation si elle a lieu, mais qu'il puisse y avoir des cabinets d'avocats de Bourges qui répondent à cela. Alors, ce que j'ai découvert en revanche, et que vous connaissez parce que je m'en suis ouvert avec la directrice des services juridiques, c'est que sur certains contentieux qui sont souvent les plus importants, notamment les contentieux d'assurance, comme notre assurance prend en charge à la fois les frais d'avocat et aussi c'est eux qui payent en cas de condamnation, hein, il faut être très clair. C'est vrai qu'il y a une tradition dans ces cas-là de leur laisser sur cette partie-là et sur ce contentieux spécifique leur propre cabinet d'avocats avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, parce que nous ne sommes pas une partie intervenante et ils nous couvrent de l'ensemble du risque. Mais j'ai indiqué que en dehors de cette possibilité, moi je souhaite que M. Alain mène un travail avec les avocats de Bourges pour que la ville de Bourges leur confie des dossiers, comme nous le faisons d'ailleurs de manière générale avec les artisans et le tissu économique. Il faut absolument respecter le cadre légal, et là-dessus nous sommes extrêmement vigilants les uns et les autres, mais des communes, des villes sont arrivées à faire travailler de manière importante leur environnement économique local ou départemental, on se comprend, hein. Et donc, moi, je souhaite vraiment que sur tous ces points-là, la mairie de Bourges soit exemplaire dans la recherche de faire travailler le tissu économique local, qui, comme vous le savez, en a vraiment besoin.
Juste pour dire que c'est effectivement en cours, et que la directrice des affaires juridiques est en train de regarder le sujet. Alors, je crois justement, Monsieur Alain, qu'il vous revient à partir de maintenant de présenter la 4e délibération sur le budget principal et le budget supplémentaire 2020. Et merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, je vais essayer d'être clair sur des sujets qui sont quelquefois rébarbatifs, les chiffres. Vous avez donc une délibération, la numéro 4, qui porte sur un budget supplémentaire au BP 2020. J'indique tout de suite que vous avez un tableau à substituer. Alors, pour des raisons que je ne m'explique pas, il y a juste un chiffre dans le tableau. Alors, la délibération est bonne. La délibération est bonne, mais dans le tableau en annexe, il y a juste un chiffre qui figure et qui ne devrait pas y figurer. J'y reviendrai dans mes commentaires. Donc, l'important, c'est que la délibération soit bonne, c'est juste le tableau annexe. Alors, il s'agit donc du budget supplémentaire 2020, que l'on peut qualifier comme étant un budget supplémentaire d'ajustement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 18,121 millions d'euros, dont 1,033 million d'euros en fonctionnement et 17,088 millions d'euros en investissement. Alors, ce budget supplémentaire a pour objectif principal plusieurs choses. D'abord, d'affecter le résultat de l'année précédente, du compte administratif 2019, qui s'établit à 2 437 000 euros et qui sont reportés en excédent de fonctionnement. Il a pour objectif également d'ajuster les montants de la fiscalité directe locale, ainsi que des dotations. Alors, fort heureusement, ici, il se trouve qu'elles sont supérieures à ce qui avait été prévu. Alors, pourquoi il s'agit d'ajuster? Parce que, comme le budget 2020 avait été préparé fin 2019, il y a évidemment un certain nombre d'incertitudes que nous faisons rentrer ici. Vous connaissez bien les mécanismes budgétaires. Ce que l'on peut noter, c'est qu'au titre de la dotation de solidarité urbaine, on aura plus 201 000 euros. Au titre de la taxe foncière, plus 85 000 euros. Et au titre de la dotation de compensation de la TH, plus 114 000 euros pour les postes les plus significatifs. Je ne vais pas aller sur les postes les moins importants. Troisième objectif de ce BS, c'est constater autant que possible à ce stade l'impact sur nos finances des décisions sanitaires, des décisions Covid, en dépenses comme en recettes. Et j'y reviendrai. Et puis enfin, c'est de permettre, et le maire le disait en préambule, de mettre en place nos premières actions politiques de la nouvelle majorité, actions auxquelles nous sommes très attachés. Par exemple, le soutien aux associations, j'y reviendrai, ou encore le soutien à l'éducation en cette rentrée scolaire, dans le cadre d'un plan école qui démarre, en fonctionnement comme en investissement, en augmentant de 50% la dotation de fonctionnement des écoles et en doublant la dotation d'investissement numérique. Alors, si on rentre plus précisément sur un certain nombre de points, s'agissant de la section de fonctionnement et s'agissant de la crise sanitaire. Premier constat, c'est une prévision des diminutions de recettes de fonctionnement. On évalue aujourd'hui à 1 582 000 euros. Ces principales diminutions de recettes, vous les avez listées ici, 510 000 euros au titre des redevances scolaires, périscolaires, centres de loisirs, 207 000 euros au titre des redevances liées aux activités sportives, 207 000 euros également au titre des droits de stationnement, 110 000 euros au titre des droits d'occupation du domaine public, 80 000 euros au titre de la taxe de séjour, donc des recettes en moins. On constate aussi
des dépenses supplémentaires, donc des besoins de crédit pour financer des besoins supplémentaires liés à cette crise. Je suis toujours sur l'impact en fonctionnement de la crise sanitaire. Par exemple, fourniture de masques, fourniture de produits d'entretien, par exemple, qui ne figure pas forcément ici très clairement dans les chiffres, la prime Covid au personnel. Donc, pour le premier à hauteur de 330 000 euros, pour le deuxième à hauteur de 252 000 euros. Alors, fort heureusement, si on peut dire, parce que tout ça correspond bien sûr à une baisse des services apportés par la collectivité à la population, on a eu une baisse forcée de ces services, du fait du confinement notamment, mais du fait d'un certain nombre d'autres sujets. On constate aussi une diminution des besoins de financement sur certains postes, alors qui portent principalement sur une diminution des besoins de crédit sur les activités scolaires, moins 487 000 euros, sur l'annulation de manifestations, moins 217 000 euros, pour citer que quelques exemples. Et puis, enfin, et depuis notre arrivée, nous avons fait ce travail, nous avons fait une revue de l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui n'étaient pas encore engagées début juillet et pour lesquelles on pouvait espérer avoir une diminution de ces crédits de fonctionnement pour financer justement tout ou partie, notamment de cette crise. Et en fait, nous avons réussi à permettre une diminution de ces besoins de crédit de fonctionnement à hauteur de 1 549 000 euros d'ici la fin d'année. Alors, toujours sur la section de fonctionnement, et s'agissant des autres besoins, et particulièrement, je le disais tout à l'heure, des engagements, des premiers engagements de notre politique municipale, nous avons un besoin de crédit complémentaire qui est évalué à 870 000 euros, qui vont donc permettre de financer ces actions. Alors, j'en parlais tout à l'heure, le démarrage du plan école, en fonctionnement à hauteur de 65 000 euros supplémentaires, le soutien aux associations, dont je parlais aussi tout à l'heure, la dotation du fonds aux associations, de fonds de soutien, à hauteur de 200 000 euros. Et puis, à noter également des besoins de refinancement ou de financement pour refinancer le budget annexe. On y reviendra dans la délibération tout à l'heure, la délibération suivante, à hauteur de presque 400 000 euros. Voilà. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, l'équilibre de la section de fonctionnement permet de dégager une recette complémentaire de 1 033 000 euros. Ce qu'il nous faut retenir, en définitive, de tous ces chiffres, c'est que nous parvenons donc à minorer les dépenses réelles de fonctionnement de 231 000 euros malgré les impacts Covid, et tout en dégageant les premiers axes de notre programme politique. Et l'équilibre de la section fonctionnement permet donc d'assurer un autofinancement de la section d'investissement à hauteur de 460 000 euros, qui permettent l'inscription d'une dotation complémentaire en dépenses imprévues de 805 000 euros. Je pense que chacun s'en réjouira d'avoir cette dotation complémentaire de dépenses imprévues pouvant, le cas échéant, être utilisée d'ici la fin de l'année, à hauteur de 805 000 euros. Alors c'est justement sur ce chiffre, qui est bon dans le texte de la délégation, que vous avez une modification par rapport au tableau. Sur le tableau qui était annexé à la délib initialement, vous retrouvez à peu près au milieu de la page 14 un chiffre dépenses imprévues 1 034 000 sur les tableaux, je dis bien les tableaux joints à la délib. Désormais, sur les nouveaux tableaux qui font référence, vous trouvez bien ces 805 000 euros. D'accord ? C'est lié, alors si vous voulez tout savoir, c'est lié à la page 11,
au fait que dans le tableau qui est joint à la délib, vous avez en fait moins 229 000 euros pratiquement en bas de la page 11, qui correspondait à une provision que nous pensions ne pas avoir nécessité de mettre, mais il faut la laisser, justement pour des raisons liées à ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut la laisser, donc il y a moins 229 000 euros qui restent, en fait, diminuant ainsi le chiffre à 805 000. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la section de fonctionnement. Quelques mots sur la section d'investissement. Donc ce budget supplémentaire intègre quelques ajustements de crédits de paiement et de prévision de recettes. Alors ces besoins de crédit hors du déficit reporté de la section d'investissement, qui est de l'ordre de 16 millions d'euros, s'élèvent à 1 million d'euros, 1 017 exactement, qui se répartissent ainsi pour les grandes lignes. Des reports de crédit de l'année 2019 qui n'avaient pas été intégrés dans la préparation budgétaire 2020, à hauteur de 243 000 euros. Donc il nous faut reprendre aujourd'hui. Une reprise de l'excédent capitalisé du fait de changement de méthode comptable sur des opérations de stock dans les musées à hauteur de 186 000 euros. Un besoin de crédit de 170 000 euros supplémentaires qui correspond à une inscription d'une préemption sur un bâtiment. Le plan école dont je vous parlais tout à l'heure en investissement à hauteur de 129 000 euros sur des dotations supplémentaires numériques pour des vidéoprojecteurs, les tableaux blancs, etc. Ce qui correspond, je vous le rappelle, au doublement de cette ligne en investissement. Et enfin, un remboursement d'un dévoiement sur les eaux pluviales dans le cadre du transfert de la compétence GEPU à l'AGLO à hauteur de 118 000 euros. Voilà pour les crédits d'investissement les principaux. En résumé, donc, ces recettes réelles d'investissement ressortent à 16 627 000 euros, dont 16 434 000 euros d'affectation du résultat, l'excédent brut, et 193 000 euros de recettes complémentaires. Alors, l'équilibre de la section d'investissement est assuré par un autofinancement issu de la section de fonctionnement à hauteur de 460 000 euros. À ce stade, aucune mobilisation d'emprunt complémentaire n'est donc constatée à ce stade du BS. Et il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter ce budget supplémentaire 2020, budget principal qui avait été élaboré fin 2019, je le rappelle, tel que je viens de le présenter. Alors, par chapitre et par nature pour la section de fonctionnement, par chapitre et par nature pour la section d'investissement, avec les chapitres opérations d'équipement, avec reprise des résultats antérieurs, j'en ai parlé, et sans vote formel, chapitre par chapitre. Merci, Monsieur Alain. Monsieur Mousny, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Oui, vous faites suite à un budget, Monsieur le maire adjoint, mesdames, messieurs, que vous n'avez pas forcément choisi, construit. Donc il est difficile aujourd'hui de se lancer dans des débats. On constate néanmoins, effectivement, et je vous en remercie d'avoir été convaincant dans votre explication, Monsieur le maire adjoint, sur les coûts financiers du Covid à l'heure où nous parlons. À l'heure où nous parlons, Monsieur le maire, vous savez qu'effectivement, vous êtes bien placé pour savoir qu'il nous faut rester prudent. Donc, à peu près 1,6 million de pertes, plus 400 000 de coûts supplémentaires et 1,6 million de dépenses en moins. Voilà, on est globalement à peu près à 400 000 euros. Par rapport à ça, effectivement, je crois qu'il faudra rester vigilant dans la construction du budget 2021 que vous nous proposerez. Concernant ce budget supplémentaire, il a été validé par le conseil municipal en décembre 2019. À titre personnel, je m'étais abstenu, et dans
une cohérence de vote, je maintiendrai mon vote d'abstention sur ce budget supplémentaire. Sur la partie formelle, moi je n'ai aucun inconvénient à ce qu'on vote dans la globalité. On peut voter chapitre par chapitre si vous voulez, mais on va je pense, passer beaucoup de temps pour pas grand-chose. Par contre, j'ai 4 questions, parce que j'ai regardé un petit peu les différentes lignes de crédit. Alors, page 13, ça doit être au niveau culture. La ligne de crédit 58-47, je vous les donne toutes, et puis si vous avez les réponses, vous me les donnerez, ou vous me les donnerez ultérieurement. Donc, on a une subvention de fonctionnement de 50 000 €. Ça serait pour savoir à quoi cela correspond. Quelques lignes plus bas dans le sport, la ligne de crédit 31 923, on a 200 000 € de fonds de soutien. Une fois encore, ce sont des questions pour comprendre. Page 15. J'arrive pas à suivre déjà. Ah pardon, excusez-moi. J'aurai encore plus de difficultés à vous répondre. Alors, page 13. Oui. Culture. La deuxième ligne, 50 000. Subvention de fonctionnement. Toujours page 13. Dans la rubrique sport. La troisième, 31 923. Il y a un fonds de soutien de 200 000 €. C'est le fonds de soutien. D'accord ? La page 15. Au niveau DGA, cadre de vie. La deuxième ligne, une subvention du canal de Berry à vélo. Donc on récupérerait 31 110 €. Ce serait le canal de Berry qui nous reverserait 31 000 €. C'était pour comprendre. Et puis enfin la dernière qui, elle, est page 16. C'est la deuxième ligne. Sur le plan vélo, et j'avais posé la question en commission des finances, à savoir lorsqu'il y a un moins de ventes sur des crédits complémentaires, c'est qu'on les enlève. Donc moins 18 000 € sur le plan vélo. Je ne comprends pas, puisqu'effectivement vous êtes lancé, il y a eu des annonces par rapport au vélo. Il y a certainement une explication, et c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Je vous remercie. Alors, s'agissant de votre première question, vous noterez en fait qu'il y a un plus 50 et un moins 50. C'est tout simplement une réécriture dans le bon chapitre. S'agissant de votre deuxième question, 200 000 €, il s'agit du fonds de soutien aux associations, dont je viens de parler. Alors, si je peux me permettre, aux associations uniquement pour le sport ou pour la totalité? Non. Parce que c'est inscrit dans la rubrique sport. Et c'est pour ça, j'avais fait le lien avec le fonds de soutien, effectivement. Mais donc, c'est sur le budget sport que l'ensemble de ce fonds de soutien, oui, le fonds de soutien, pardon, sera distribué à l'ensemble des associations sport culturelles et tout ce qui sont. Sport et vie associative. D'accord, donc tout n'est pas uniquement pour Monsieur Maître. C'est l'intitulé du... Ouais. En fait, le chapitre, voilà, c'est la même direction. C'est la même direction. Ah, c'est la même direction. Donc c'est bien sport et vie associative. Ça devrait être plus dans ces cas-là, vie associative et sport, mais c'est exactement la même ligne qui va alimenter le fonds de soutien. Déjà cadre de vie. Alors, je vais vous dire ça, mais il me faut reprendre mes notes. Alors, il s'agit bien des 31 110 €. Hein. Donc, il s'agit d'une subvention de Bourges Plus, un fonds de concours sur 5 ans, qui n'avait pas été inscrit. Donc, c'est-à-dire que ça transite par la commune et on le reversera au canal de Berry, si c'est un fonds de concours. Non ? Je ne sais pas répondre à cette question. Puisque c'est une subvention du canal de Berry à vélo. C'est un fonds de concours qui est versé par Bourges Plus à la ville.
qui est versé par Bourges Plus à la ville de Bourges. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce à dire que le canal de Berry alimente le fonds de concours de l'agglomération? Non, mais c'est plus dans l'intitulé, c'est pour ça. Oui, enfin bon, les intitulés sont effectivement réduits, mais... C'est une subvention pour l'opération Canal de Berry. À ma connaissance, c'est une subvention pour l'opération Canal de Berry à vélo. Elle n'émane pas du syndicat. Ce qui est marqué là, c'est pour l'opération Canal de Berry à vélo que la ville touche une subvention. Et quant au dernier, eh ben, le dernier, il s'agit de changement d'affectation des crédits sur des questions de signalisation, zone 30, plan vélo, vers des crédits qui sont en VRD. Voilà. Donc, ce ne sont pas des crédits en moins, ce sont des transferts de lignes. Bien. D'autres questions, Monsieur Mousny? Alors, juste pour des raisons pratiques, c'est vrai que il faudrait qu'on essaie de vous fournir les documents un petit peu en amont de la commission, parce que ce genre de questions pourrait être regardé aussi en commission et permettre aussi aux services qui, sur des points très très précis à l'intérieur du budget, que ce soit chez nous ou avant ou dans d'autres collectivités, sont en capacité de nous aider à répondre sur la ligne précise. Voilà, ça c'est la première des choses que je voulais dire. La deuxième des choses que je voulais dire, c'est que on essaye d'innover et de faire qu'il y ait aussi des débats en commission pour justement préparer le conseil municipal, ce qui ne veut pas dire que on ne pourra pas débattre en conseil municipal, au contraire. Mais nous avons innové, mes chers collègues, puisqu'il est demandé maintenant au président de commission de solliciter l'avis de la commission sur les délibérations, comme ça se fait dans d'autres collectivités. Donc je vais, quand je vais vous demander de voter, commencer par demander l'avis de la commission et procéder au vote après. D'autres interventions sur cette délibération? Oui, Monsieur Mousny, allez-y, j'en prie. Juste par rapport à mon intervention, je comprends tout à fait que ce ne soit pas le plus passionnant, peut-être pour nous et encore moins pour les gens qui nous suivent. Mais effectivement, les gens de la commission finance ont remarqué que, par exemple, sur les décisions du maire prises par délégation, on a échangé, on a débattu, on est parvenu dessus. Là, effectivement, sur un budget, laissez-nous quand même aussi, bien évidemment, même si on obtient les délibérations suffisamment en amont, on peut avoir des débats en commission, on peut aussi néanmoins revenir sur certaines choses pour que une commission n'est pas publique, un conseil municipal est public. Donc en l'occurrence, il y a peut-être des débats qu'il est intéressant de porter à la population, même si je vous accorde que les 4 questions que j'ai posées étaient très techniques, et je vous remercie, monsieur le maire adjoint, de votre réponse. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça peut nous permettre aussi de préparer des réponses qui soient très précises entre la commission et le conseil municipal. Et de toute façon, vous le savez avec moi, vous aurez, autant que vous le souhaitez, sans exagération bien entendu, mais je sais que vous êtes quelqu'un de raisonnable, toujours la possibilité d'intervenir et de prendre la parole en conseil municipal. D'autres questions sur cette délibération? Si je n'en vois pas, je vais demander l'avis de la commission. Alors, l'avis de la commission étant l'avis de la commission, donc pas obligatoirement de Monsieur le Président qui nous fait le plaisir de présider à cette commission. Hein. Et je vous en remercie, puisque ça s'est très bien passé. Oui, l'avis de la commission est favorable. Je vous remercie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc nous avons 2, 4, 5... Attendez, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11... 12, hein, c'est ça? J'ai bien compté. Oui, attendez. Non, ils sont 11. Voilà, 2, 4... Oui, mais... voilà, 11 abstentions. 11, hein. Délibération numéro 5, Monsieur Alain, c'est à vous. Alors, la délibération numéro 5 concerne le budget annexe des activités soumises à TVA. J'ai déjà dit l'essentiel pratiquement en présentant le budget supplémentaire, c'est-à-dire que du fait notamment des redevances parking, de la perte de recettes sur les redevances parking,
il convient, pour équilibrer ce budget annexe des activités soumises à TVA, d'équilibrer la section de fonctionnement par une prise en charge complémentaire du déficit à hauteur de 399 431 €, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, bon, je peux vous détailler les choses, mais je pense que c'est relativement clair. Quand j'aurais rajouté que sur la section d'investissement, elle s'équilibre par un autofinancement à hauteur de 91 000 €, notamment pour des crédits sur des travaux supplémentaires sur la patinoire, je pense que j'aurais dit l'essentiel. Merci. Monsieur Mousny. Oui, une question et une petite suggestion. Alors, la question est très simple. C'est impact suite à la crise sanitaire. C'est donc à compter du 16 mars, j'imagine. Et ça s'arrête à quel moment? Ça s'arrête aux prévisions. Non, parce que nous sommes sur un budget supplémentaire jusqu'à fin 2020. Donc on est sur du prévisionnel. C'est du prévisionnel. D'accord. Donc la suggestion, si vous le permettez, effectivement, on constate dans la délibération que le parking Cujas, c'est 126 000 € entre la crise et la suite. Et il y a une réunion en début de semaine sur l'opération avec les commerçants où on a évoqué, et j'avais proposé lors de cette réunion aujourd'hui, car quand on se rend rue Édouard Branly, effectivement, la partie basse de Cujas, aujourd'hui, elle est toujours vide. J'ai constaté le succès des concerts, comme pas mal de personnes cet été à Bourges. Mais aujourd'hui, effectivement, sur la partie parking Cujas, il y a un projet qui doit voir le jour prochainement avec un jury de concours qui doit être mis en place. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Vous avez évoqué la possibilité d'intégrer 2 de nos propositions et je m'en félicite et je vous en remercie. Mais d'ici là, bien évidemment, il faut renforcer la signalisation du parking Cujas. Ça a été martelé, il me semble, lors de la dernière réunion. Et donc, la proposition que j'avais faite, c'était justement peut-être essayer d'ouvrir aussi la partie basse de Cujas au stationnement, de façon ponctuelle, de façon cadrée, peut-être à revoir éventuellement la possibilité d'occuper un petit peu plus de stationnement en centre-ville. Souvenez-vous, monsieur le maire, vous aviez assisté à cette réunion en visio, une personne avait parlé de brutalité. Moi, j'avais dit, c'est peut-être un peu exagéré, la décision a été rapide. Vous allez mener des réunions de concertation, de construction, et ça aussi, je m'en félicite, et j'adhère à votre démarche. Mais le temps, justement, de trouver une solution qui soit adoptée à une majorité, ou qui corresponde aux besoins du plus grand nombre. Il me semblerait assez intéressant peut-être aussi de voir à l'inverse. Et vous l'avez dit vous-même, vous êtes prêt à regarder éventuellement certaines solutions. On peut essayer. Moi, je suis quelqu'un, si vous voulez, je ne vous en voudrais jamais d'essayer et de faire marche arrière si ce n'est pas possible. Ça ne me gêne pas du tout. Pareil qu'en politique, quand on est élu, une fois qu'on a pris une décision, on ne revient pas dessus. Si, des fois, on peut prendre des décisions et puis faire un peu marche arrière ou adapter à la situation durant donc une phase transitoire avant un projet finalisé que vous lancerez, j'espère, parce que c'est important. Nous sommes d'accord là-dessus. En campagne, nous étions tous d'accord là-dessus sur la partie Cujas. Donc voilà, moi, c'est la proposition que je vous fais, c'est de voir à rouvrir un petit peu plus l'offre de stationnement de Cujas, le temps que des décisions définitives, qui n'auront peut-être pas l'adhésion de tous, je l'entends bien, mais aujourd'hui, nous sommes en phase transitoire et je pense que ça peut être aussi un bon signe vis-à-vis des personnes qui ont semblé souffrir de la décision que vous avez prise. Il est assez difficile de comparer, vous l'avez vu vous-même, il y a différents commerçants, certains en sont très satisfaits, d'autres beaucoup moins. Voilà, je pense que le temps que tout le monde s'acclimate à ce qui se passera après, ça serait peut-être bien d'assurer un moment de transition et de voir si ponctuellement on ne peut pas revenir. Et puis, quand on voit qu'il y a un déficit de 126 000 €, si ça peut en combler un petit peu, ça sera toujours ça de prix. Alors, sur ce sujet, bien sûr, monsieur le maire adjoint, Hugo Lefel et Olivier Cabrera, vous pourrez compléter mes propos, mais ce que je veux vous dire, c'est que à ce stade-là, nous n'envisageons pas de réouvrir au parking le bas du parking Cujas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, ce qui est à l'ordre du jour, et vous l'avez dit, et
je vous remercie de le souligner, c'est que moi j'ai dit que je traçais un objectif, mais que les conditions pour atteindre l'objectif feraient partie du débat. Nous avons décidé la requalification de l'ensemble de cet espace et nous allons le mener à bien. Mais nous allons, dès, je crois, la semaine prochaine, mettre en place des commissions de travail avec les commerçants pour aller dans le sens d'un dialogue, d'une concertation. Et je suis ouvert, je le dis, aux propositions qui pourraient émaner, notamment, par exemple, de savoir si on maintient la piétonisation de la rue Moyenne après la braderie, ou si on la réduit, ou si on la supprime en attendant le mois de mai prochain. Parce que moi, je suis quelqu'un de pragmatique, et j'ai entendu des arguments dans le débat, lundi ou mardi dernier, et j'ai aussi été sollicité par d'autres commerçants ou des habitants qui m'ont parlé d'une certaine saisonnalité. Est-ce que on doit, je dirais, faire que la rue soit piétonne toute l'année, ou est-ce que ça doit être en saisonnalité? Il y a d'autres villes, il faut le dire, qui font leur rue piétonne, par exemple, de mai à septembre ou de mai à octobre. Donc là-dessus, les choses ne sont pas tranchées. Et donc, les commissions de travail que nous allons mettre en place avec les commerçants qui le souhaitent, mais aussi après avec les habitants, vont nous guider dans nos choix définitifs. Mais je voudrais vraiment qu'on partage l'objectif parce que, et je sais que vous le partagez parce que dans cette salle sont présents 3 têtes de liste sur 4 lors des dernières... sur 5, oui, 3 sur 5, lors des dernières élections, et on partageait tous le sentiment qu'il fallait bouger tant sur la place Cujas que sur la rue Moyenne. Donc moi, je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert à la concertation, mais comme l'a très bien dit M. Jacquet, le président de l'OCAP, dans sa conclusion lors de la réunion que nous avons eue avec les commerçants, c'est pas 50 à 80 places qui doivent nous empêcher d'avancer. Et je crois qu'il a eu, M. Jacquet, que je salue, a eu des mots extrêmement forts dans le fait qu'il faut faire quelque chose et que c'est pas d'aujourd'hui, malheureusement, que le centre-ville s'est dévitalisé. Moi, je n'ai pas envie de faire des polémiques avec l'ancienne municipalité, mais quand on voit les dizaines de milliers de mètres carrés qui se sont construits en dehors de Bourges de 2014 à 2020, je suis stupéfait. Et je vais même aller plus loin. Et j'ai un message positif à leur adresser. Quand je vois qu'Intermarché a la possibilité de continuer à grandir alors qu'ils sont en centre-ville, ils sont dans la ville de Bourges, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de continuer à faire des espaces d'ouverture autour d'Intermarché. Parce que, sans repasser par la CDAC, parce que la CDAC leur a permis, alors que la municipalité précédente à laquelle vous apparteniez s'était engagée à un moratoire. Et je comprends qu'on n'ait pas pu faire le moratoire sur ce qui était extérieur à Bourges. Mais pourquoi avons-nous fait l'Intermarché, qui est en plein, enfin pas centre, mais en proximité du centre-ville de Bourges? Et pourquoi avons-nous permis à Intermarché, s'il le souhaite demain, de continuer à faire des cellules autour de ce qui existe déjà? Donc moi, j'ai un message positif à adresser à ces grandes surfaces. Aujourd'hui, avec le Covid, je leur demande de réfléchir. Et je suis prêt à réfléchir avec eux, mais je souhaiterais qu'elles renoncent à ce que la CDAC et l'ancienne municipalité leur ont permis. Et je crois que l'une des priorités absolues, c'est qu'ensemble, avec tous nos collègues de l'agglomération, on arrête. On dise, il faut arrêter. On ne peut pas être l'un des premiers... On est quand même, mes chers collègues, on est quand même, je crois, le deuxième ou troisième département en France, et l'agglomération de Bourges, à avoir la densité commerciale la plus importante par rapport à la population. Ça s'arrête pas. Entre la route de la Charité, entre Saint-Doulchard, entre l'intérieur de Bourges, ça n'arrête pas. Même ce qui est
Mais comment a-t-on pu accepter, alors qu'on avait dit qu'on faisait un moratoire, toute la zone autour du Burger King? J'ai rien contre le Burger King, hein, mais je me pose toute une série de questions. Donc je veux bien qu'on vienne me reprocher à moi, avec, quand je supprime 50 places de parking ou 70 places de parking, que je tue le centre-ville, alors que malheureusement le centre-ville est déjà en train de mourir depuis des années et des années. En revanche, les discussions que nous avons eues nous amènent, par exemple, à avoir obtenu la gratuité pendant 2 heures à Varicom, à maintenir cette gratuité à l'Hôtel-Dieu, à rappeler quand même, mes chers collègues, qu'autour de la place Cujas, il y a 4000 places de parking. 4000 places de parking à entre 5 et 8 minutes. Donc je me dis, il faut arrêter. En revanche, et je le dis, j'ai trouvé que dans la réunion avec les commerçants, il y avait beaucoup d'interventions qui étaient intéressantes et positives. Oui, il faut remettre la navette. Oui, je le dis, je n'ai pas de religion là-dessus. Le sens de la circulation. Il faut qu'avec ce groupe de travail, on réfléchisse à savoir si on fait un sens descendant ou un sens montant de la rue moyenne. Tout ça, je le dis aux commerçants, je le mets sur la table. Oui, j'ai demandé à mes services et à monsieur le maire adjoint d'étudier la proposition qui a été portée par monsieur Aubrun, que je salue, parce que s'il y a un amoureux et un ardent défenseur du centre-ville depuis des années et des années, monsieur Aubrun est en première ligne par rapport à ça. Je ne sais pas si on va le faire, mais je suis prêt à étudier le fait de rajouter quelques places, comme ça l'a été dit, sur un étage. À étudier. Je ne sais pas si on le l'actera tous ensemble. Mais je suis ouvert à tout cela. En revanche, pour conclure, parce que j'ai peut-être été un peu long, mais c'est un sujet tellement passionnant, et qui doit nous, quelque part, qui doit nous sortir des polémiques des uns et des autres. Qui doit nous sortir parce que j'ai aussi entendu des commerçants qui soutenaient, notamment monsieur Jacquet, qui est quand même le président de l'OCAP, qui soutenait notre démarche. D'accord? Et d'autres qui étaient totalement opposés. Eh bien, moi, je pense que entre ces deux démarches-là, on doit trouver un juste milieu qui fasse que tout le monde s'y retrouve et que notre centre-ville s'y retrouve. Je suis en train déjà de travailler avec d'autres, malheureusement, à la problématique de la FNAC. Et je ne peux pas rentrer dans le détail, mais sachez, mesdames et messieurs, que je travaille aussi à la problématique des maisons des Forestines. Voilà. Et que je suis face à un blocage, sans aucune polémique avec personne, qui est un blocage juridique, qui peut avoir des conséquences pour les acteurs importants. Et que je souhaite, moi, réfléchir à débloquer juridiquement ce blocage. Et que j'ai fait des réunions de médiation qui, pour l'instant, n'ont pas abouti, mais je ne désespère pas qu'on trouve une solution. Si on ne trouve pas, en revanche, de solution tel que je le veux dans les 1 mois, 1 mois et demi, oui, on habillera la façade. Je le dis, j'ai fait, dès début juillet, j'ai fait faire des études et des devis pour habiller la façade, mais pour moi, c'est une solution, voilà, au moment où je me disais, on a un promoteur, on a un vendeur, on a un blocage, tentons d'abord de débloquer les choses, et après, on verra si ça ne débloque pas tout de suite, s'il nous faut encore 6 mois de réflexion, on envisagera de rhabiller les choses. Je terminerai en vous disant quand même que sur la place Cujas, nous avons prévu de faire des animations, de continuer les week-ends des animations, en se basant et en se fondant sur les associations locales. Donc il n'y aura pas d'opération, je dirais, financière qui sera... mais il y aura une mise à disposition et il y aura un travail de l'espace. Peut-être que M. Cabrera pourra vous en dire plus, mais on ne va pas laisser la place Cujas telle qu'elle est actuellement. Non, si vous me permettez juste... Non, je ne vous ai pas reproché de tuer le centre-ville ou d'avoir tué le centre-ville, monsieur le maire. Si vous avez dit, je veux bien qu'on me reproche... moi, je ne vous ai pas reproché. J'ai posé une question et je vous ai dit, je fais une suggestion. Et vous savez que, comme vous, j'aime le débat. Voilà. Vous avez parlé de saisonnalité, mais bien sûr. Souvenez-vous, je parlais de la municipalité précédente. En tout début de mandat, avec mon voisin Philippe Mercier, on a la place Gordenne. En tout début de mandat, on a commencé, c'était juillet-août. Puis on a agrandi. Et aujourd'hui, la place Gordenne, elle est piétonne. Voilà. On y allait progressivement. Donc je pense qu'effectivement, c'est peut-être une bonne solution pour laisser aux gens le temps de s'adapter. Et puis, sur les différents projets,
Bien sûr que Paul-André Aubrun, je l'avais rencontré lors de la campagne, et tout ce que vous êtes prêt à étudier. À partir du moment où vous êtes prêt à étudier, je vous l'ai dit, nous serons avec vous. Et si les conclusions montrent que ça peut fonctionner, il vous appartiendra de choisir. Et puis sur les forestines, oui, bien sûr, c'est une suggestion que j'avais faite dans le mandat précédent d'habiller. Bien évidemment, comme vous, je souhaite qu'on n'ait pas la nécessité d'habiller l'échafaudage, parce que ça sera un très mauvais signe, ça voudrait dire qu'on partirait sur beaucoup de temps. Voilà, je me permettais juste cette réponse. Merci. Avant de passer la parole à Monsieur Mercier, que les choses soient très précises, Monsieur Mousny, ce n'est absolument pas vous qui m'avez accusé de tuer le centre-ville. Mais dans le débat qu'on a eu avec les commerçants, certains commerçants ont soutenu notre démarche, d'autres étaient beaucoup plus réticents, et un commerçant m'a accusé de vouloir tuer le centre-ville. Donc c'est tout. Ce n'est absolument pas vous, et je voulais vous le repréciser de manière publique. Monsieur Mercier, et après Monsieur Cabrera répondra. Oui, monsieur le maire, vous savez, les commerçants, je les ai côtoyés pendant 6 ans. C'est le début du mandat, vous apprécierez en fonction des éléments. Mais moi aussi, j'étais taxé pendant le mandat d'avoir tué le centre-ville lorsqu'on avait modifié la politique de stationnement, la politique tarifaire de stationnement. Il s'avère qu'aujourd'hui, je pense que c'était une bonne décision et que les commerçants ne s'en plaignent plus. Simplement, je vais revenir sur 2 points, monsieur le maire. C'est moi qui siégeais à la CDAC. J'ai eu 2 dossiers concernant la ville de Bourges, avant le moratoire. Premier dossier, c'était tout de suite après notre élection, c'était l'extension de la zone de la Charité. Pour rappeler, il y avait une partie qui était construite et le promoteur avait eu l'engagement du maire précédent de dire, voilà, il faut une continuité, et donc, quelque part, si M. Blanc est élu, il y aura une continuité et on poursuivra l'extension de cette zone commerciale. Nous avons pris la décision de ne pas laisser cette friche et de respecter l'engagement qui avait été pris par notre prédécesseur sur cette continuité. Vote positif. Intermarché. La ville de Bourges a voté contre le projet d'Intermarché, monsieur le maire. Reprenez toutes les délibérations, reprenez, demandez à vos services. J'étais là, j'ai voté contre. Je n'étais pas d'accord sur l'ouverture d'Intermarché. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient mettre une galerie commerciale. J'étais contre cette décision. Nous avons voté contre. Ils ont fait un recours devant le centre, à la direction nationale, le recours national, et c'est le national qui a validé le projet Intermarché. Ce n'est pas la ville de Bourges. Nous avons voté contre l'extension d'Intermarché. Alors qu'on ne vienne pas nous reprocher d'être responsable de l'implantation d'Intermarché, puisque j'ai voté contre cette décision. Donc, là-dessus, c'est un faux procès qui ne devait pas nous faire à l'ancienne municipalité. Après, sur les autres décisions de l'agglomération, c'est autre chose. Vous savez comment ça se passe sur l'ouverture de Leclerc et sur l'extension de Saint-Doulchard, ces décisions qui sont prises dans le cadre du bureau communautaire. Et la ville de Bourges, dans le bureau communautaire, à l'époque, il y avait le président et il y avait 2 membres de bureau sur 17 personnes représentant le bureau. Donc nous étions 3 sur 17. Voilà ce que je voulais dire. Donc, et le moratoire que le maire a pris, c'était le moratoire sur la ville de Bourges. Il n'avait pas eu le mandat de prendre un moratoire sur l'agglomération, puisque le bureau communautaire de l'agglomération ne lui a pas donné mandat de porter un moratoire sur l'agglomération. Mais sur le moratoire de la ville de Bourges, à partir du moment où il a été pris, aucune extension commerciale n'a été pratiquée après ce moratoire. Lidl n'a pas besoin de CDAC, ils sont en dessous de 1000 mètres. Mais ils sont en dessous... Reprenez vos textes, monsieur Lefel. Me reprenez, monsieur Lefel. Monsieur Lefel, Lidl n'avait pas besoin de CDAC, ils sont en dessous de 1000 mètres. Ce sont les textes. Attendez. Alors, moi je suis désolé, reprenez les textes si vous verrez que les textes disent en dessous de 1000 mètres, il n'y a pas besoin de CDAC. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous nous faites un procès d'attention qui n'est pas justifié par rapport à Intermarché. Deuxième chose, sur Cujas, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut avancer, il faut avancer. J'étais favorable. Moi, j'ai une volonté du centre-ville qui soit complètement différent, avec une image différente du centre-ville. Et je pense qu'il faut passer par Cujas, et c'est une priorité. Je suis convaincu qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette priorité. Mais il y a des ajustements à pratiquer. Mon collègue Philippe Mousny vous a proposé une suggestion par rapport au parking Cujas. Vous dites que pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Je reviens sur le sens de la rue moyenne, sens de circulation.
nous avions mis la rue Moyenne dans un sens de circulation comme aujourd'hui en raison des travaux de la place Étienne Dolé. On a essuyé Simone Veil. Nous avons essuyé toutes les critiques possibles et imaginables de la part des commerçants. Il est vrai, c'est une réalité, c'est comme ça, que sur le flux de passage véhicule, ça n'a rien à voir. Je veux dire, vous avez eu un sens historique. Moi, je ne suis pas de Bourges, mais c'est un sens historique. Les gens du Nord passent par là pour aller dans le Sud, alors que ceux du Sud ne passent pas par la rue Moyenne pour aller dans les quartiers nord ou à nord de la ville. Et donc, c'est peut-être un changement de mentalité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une difficulté par rapport à ce point-là que nous avons eu à connaître et que, quelque part, essayer de tenir compte de ces éléments-là. Ça n'empêche pas qu'il faille aller dans le sens de la place Cujas et de la requalification. J'en suis entièrement d'accord avec vous. Mais par rapport à cette rue Moyenne, peut-être reprendre certains éléments. D'autant plus que vous avez des outils pour ça. Vous avez des caméras qui comptent le flux de passage dans le centre-ville. Vérifiez, prenez les chiffres, regardez ce qu'il en est. Est-ce que les chiffres sont bons en termes de flux? S'ils sont bons en termes de flux, vous avez raison sans doute de maintenir dans le sens descendant. En revanche, si vous constatez que les flux ne sont pas bons et que les chiffres ne vont pas dans le bon sens et qu'il y a un impact sur l'aspect économique des commerçants qui sont dans le secteur, peut-être que là, il faut réajuster. Mais ça, c'est quelque part, c'est du réajustement. Ça n'élève rien sur le projet de la place Cujas. Entièrement d'accord avec vous sur cette requalification. Simplement pour vous dire que dans toute discussion, et vous le savez très bien, monsieur le maire, que parfois, il faut avancer, on fait 2 pas en avant, 3 pas, on recule un petit peu, mais c'est pour dans le bon sens. Mais au bout du compte, votre objectif, c'est la requalification de la place Cujas. C'est l'essentiel. Après, tout ce qui est autour, il faut trouver des bonnes solutions dans l'intérêt des uns et dans l'intérêt des autres. Moi, je plaide dans ce sens, mais en tout cas, je suis un fervent défenseur de la requalification de la place Cujas, et je serai partant, bien sûr, dans les commissions que vous allez monter pour avancer, et c'est dans l'intérêt de Bourges, c'est dans notre propre intérêt. Donc vous n'aurez pas en face de vous un adversaire par rapport à votre projet, j'y adhère 100%. Merci. Y a-t-il... Alors, monsieur Lefebvre et monsieur... Alors, c'est dommage parce que... Dans le mandat précédent, nous avons voté au mois de mai 2020 un accord pour renouveler la convention avec les CUD. Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, et on doit répondre avant le 15 octobre. Alors, c'est simplement pour vous informer, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on renouvelle cette convention, mais si d'aventure votre municipalité était d'accord pour le renouvellement, j'attire votre attention sur le fait qu'on doit répondre à l'appel d'offres avant le 15 octobre. Simplement par rapport à ce qu'on ne se loupe pas par rapport au délai. Donc voilà, c'est simplement mon intervention. Alors, je ne sais pas si c'est de votre compétence, mais j'ai choisi Mme Bonduel pour m'exprimer. Merci pour cette alerte. On est en train de travailler sur le sujet. Très bien. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. Merci. À savoir qu'il y avait une prorogation du CIED qui avait été accordée. C'était un accord de principe qui avait été signé par Pascal Blanc. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas eu la prorogation officielle. Voilà. Simplement pour information également. Merci, Madame Bonduel. Monsieur. Oui. Peut-être préciser ce que c'est que le CIED. Je ne sais pas si tout le monde sait, c'est le Centre d'information Europe, c'est ça? C'est le Centre d'information Europe Direct. Donc, c'est une entité qui s'inscrit à l'échelle du territoire, à l'échelle locale, et qui vise à représenter notamment la Commission européenne. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Madame la Présidente Mouchou, l'avis de la Commission? Avis favorable. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à Monsieur Cabrera. Je vous invite à voter la délibération suivante qui traite de la taxe additive perçue notamment sur le financement des animations en ce qui concerne les commerçants non sédentaires.
La subvention est à peu près 30% moins chère, en tout cas moins importante que l'année prochaine, que l'année dernière, je vais y arriver. Et pour hélas, une bonne raison, c'est l'impossibilité pour les commerçants non sédentaires de se réunir très longtemps à Bourges. Donc, pour le coup, voilà, il y a une double peine, mais nous sommes extrêmement engagés à leur côté pour travailler aussi sur le bon déroulement de l'ensemble des marchés de la ville. Nous y travaillons activement. Il y a également une subvention concernant l'association des brocanteurs et bouquinistes de la Halle au Blé, qui est aussi importante, en tout cas pour la vie de la Halle. Voilà ce que je vous proposais. Monsieur Mercier. Simplement, je n'avais pas réussi pendant mon mandat à arrondir la subvention à l'euro qui suivait. J'espère que vous avez 6 ans pour le faire. Je souhaite bon courage pour que ça soit des chiffres ronds. Voilà, tout simplement. Je m'y attelle de ce pas. On m'a dit que le calcul était particulièrement compliqué. Je vous remercie. Alors, monsieur... Oui, vous vouliez intervenir, monsieur? Non, c'est le président de la commission, du coup. Non. Il est absent. Comme je supplée le vice-président de la commission a rendu un avis favorable. Si, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à Madame Biguier Oui, pour la 31e délibération. merci. Pardon? Ah non, merci, monsieur le maire. Oui, donc dans cette délibération, vous est proposé d'adhérer au réseau francophone des villes amies des aînés. Ce réseau a été mis en place en 2006 à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé pour suite au vieillissement de la population ici et ailleurs, et donc du pouvoir améliorer toutes les possibilités d'épanouissement des personnes vieillissantes, c'est-à-dire chacun de nous en fait. Il s'agit bien de lutter contre l'agisme, de donner un sentiment d'appartenance, que tous appartiennent bien à un territoire, et de mettre en place des démarches participatives et partenariales pour évaluer les besoins dans son territoire. Donc l'adhésion à ce réseau francophone nous permet d'être éventuellement accompagnés dans cette démarche pour obtenir, avant la fin du mandat, souhaitons-le, le label de l'OMS, Ville amie des aînés. Mais cela nous demande de travailler sur un certain nombre de domaines qui sont cités là, notamment l'habitat, la mobilité, les espaces extérieurs, le lien social et la solidarité, la culture, les loisirs, la participation citoyenne, etc., les soins, les services, enfin un certain nombre de choses qui doivent être étudiées dans ce diagnostic. Donc voilà, nous vous demandons d'approuver l'adhésion à ce réseau francophone et de me désigner pour représenter la ville dans ces différentes instances. Merci. Y a-t-il des interventions? Merci. Alors, juste quelques mots pour vous dire que notre majorité souhaite vraiment s'investir dans cette problématique. Nous avons beaucoup de projets. Je polémique absolument pas par rapport à ça. Mais moi, j'ai été assez surpris quand je me suis penché en urgence courant juillet sur la problématique de la canicule, de constater le peu de nos aînés inscrits sur le registre d'alerte qui est tenu par le CCAS. Donc, je crois vraiment, Madame Nesleoui, Madame Biguier, qu'il faut qu'on ait vraiment un travail de fond ainsi que Madame Bessard, parce que ça, c'est aussi sur cette problématique, cette question du respect de la place de nos aînés dans la ville de Bourges, mais aussi qu'on fasse une grande campagne d'inscription. On a encore vu avec le dérèglement climatique, on a eu quand même le record de France à Bourges il y a quelques jours. On est monté à 36 degrés et donc lancer une campagne d'inscription pour que nos aînés puissent être alertés, puissent être appelés, accompagnés dans des situations comme celle-là. Alors c'est dans cette situation-là, il y a plein d'autres champs à discuter, hein, mais je crois vraiment qu'on est très en retard, très en retard sur cette question-là. J'ose même pas vous donner le chiffre.
mais c'est hallucinant. Hein. Donc j'appelle à la mobilisation sur cette question-là et je vous remercie de votre vigilance et de vos vigilances sur cette question-là. Alors, avis de la commission, Madame Touac. Avis favorable, monsieur le maire. Merci beaucoup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Biguet et moi-même, nous vous remercions. Monsieur Janin, il vous revient de nous parler de subventions complémentaires. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la troisième et dernière phase de subvention de l'appel à projet contrat de ville, un cofinancement ville, agglo et services de l'État, qui fait suite à la présentation de documents de bilan complémentaires à l'instruction, permettant de proposer au conseil municipal de retenir les propositions suivantes. Je vous évite le détail si vous avez des questions, sachant que ça a été décidé par l'ancienne majorité sur le budget 2020. Simplement, peut-être séparer la délibération, le vote, pour qu'il n'y ait pas de conflit, puisque certaines personnes font partie, je crois, de la mission locale, voire peut-être de l'entrée de Berruyère. Donc peut-être voter par subvention par subvention. Merci, monsieur Janin. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Monsieur Pierron. Merci. Qui vote contre? Si on vote entièrement, je ne prends pas part au vote. Si on vote par subvention, je ne prends pas part au vote, ce qui concerne la mission locale. Non, juste c'est concerné. Donc vous ne votez pas, il sera noté que... Hein, on est d'accord? Tout le monde est d'accord? Merci. Donc il est spécifié que monsieur Maître, madame Grelin, ne vote pas, ne prend pas part au vote pour la subvention concernant l'entrée de Berruyère. Non, la mission locale. La mission locale. Hein, il y en a d'autres? Y a-t-il d'autres? Non. Merci. Et j'en profite, si vous me le permettez, mes chers collègues, pour... adresser mes plus sincères félicitations à monsieur Janin pour les heureux événements qui l'ont animé ces derniers jours. Et je le fais encore plus, si vous me le permettez, si tu me le permets, Pierre-Henri, parce que je suis passé par là et je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui demande au couple énormément de travail. Et je comprends que vous leviez un petit peu le pied dans cette période-là pour vous occuper de ces heureux événements au pluriel. Merci et je confirme. Merci. Alors, nous arrivons à Madame Labro, qui va nous présenter les deux dernières délibérations. Voilà, merci monsieur le maire. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion à l'association Agores. Donc Agores est une structure nationale qui fédère les collectivités qui s'engagent dans une démarche de restauration collective plus locale et bio. Donc Agores propose à ses adhérents différents outils et des ressources à travers toute la France. Donc l'adhésion à cette association est de 100 €. C'est trop cher. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Mautré, est-ce que vous pourriez nous donner l'avis de la commission? Avis favorable, monsieur le maire. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 34e et dernière délibération. Et la plus importante, qui est la nuit d'Halloween, puisque le muséum... Il est demandé d'autoriser l'ouverture nocturne du muséum le samedi 31 octobre 2020, aux conditions suivantes. Donc, accès gratuit à cette manifestation et sur réservation téléphonique limitée à 20 personnes par groupe de visiteurs. Voilà. Merci. Monsieur Mousny. Oui, pas de problème sur cette délibération, mais on parle de musée gratuit. Lors du conseil municipal de fin juillet, nous avions passé une délibération qui maintenait la gratuité des musées, je crois, jusqu'au 20 septembre. Et j'avais posé la question, qu'adviendra-t-il après? Vous m'aviez répondu, on vous le dira, bien évidemment. Donc, sauf erreur de ma part, on doit être le 17. Que va-t-il advenir à partir de lundi?
Oui. Madame Trussardi. Oui, donc on est en train de réfléchir, donc la gratuité va effectivement s'arrêter, mais on est en train de réfléchir sur une nouvelle tarification, donc enfin plus catégorielle. Donc ça sera dans une prochaine délibération, dans un prochain conseil municipal. Oui, à partir de l'année. Merci. Plus d'interventions. Alors, il faut qu'on vote cette délibération. Monsieur Mautré, qui est la dernière. Avis favorable, monsieur le maire. D'accord. Attendez, hein, c'est pas fini après, j'ai quelques informations à vous donner. Donc ne partez pas. Attendez, il faut voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, il n'y a pas de questions diverses, hein, donc j'ai plusieurs petites informations à vous donner. La première, mes chers collègues, c'est que nous aurons une commission générale le 30 septembre prochain qui portera sur l'audit financier. Nous privilégions la commission générale qui sera retransmise sur les réseaux sociaux aux réunions qui étaient faites à l'époque pour présenter les grands événements liés à la situation financière de la ville. J'eusse aimé pouvoir procéder ainsi, mais dans une démarche d'éviter des rassemblements, je souhaite plutôt me diriger vers la commission générale qui sera retransmise sur les réseaux sociaux, et bien sûr, l'ensemble du conseil municipal pourra intervenir, poser des questions sur cette présentation qui aura lieu le 30 septembre prochain. Pour information, parce que je sais que dans ce genre de situation, les berruyers veulent aussi participer en posant des questions. Donc après la commission générale, il y aura un deuxième temps où nous ferons un chat du maire en présence de monsieur Joël Alain, maire adjoint chargé des finances, et du cabinet qui nous a accompagnés dans cette étude, où là les berruyers pourront eux aussi poser en direct sur les réseaux sociaux les questions légitimes par rapport à cet audit financier. Voilà les premières informations que je voulais vous donner. Il n'y a pas de questions sur ça. Je vous remercie. Alors, je terminerai par deux informations aux élus qui m'ont été transmises et je l'en remercie. Pardon, 17h30. 17h30, ici, dans cette salle, hein, je parle sous votre contrôle, 17h30. C'est un mercredi. Alors, juste pour information, comme vous l'avez constaté, et comme le rappelle avec vigilance, et je le remercie, Madame Catherine Mingui, notre municipalité s'engage dans une démarche de réduction des déchets. Dans ce but, vous êtes désormais doté d'une gourde. D'accord ? Merci de l'apporter à chaque conseil municipal et réunions diverses. Il n'y aura plus de gobelets. Hein. Et des fontaines à eau sont disponibles à chaque étage de l'hôtel de ville. Donc ça, c'est la première information très importante. Donc ne la perdez pas, elle est là. Deuxièmement, à la sortie du conseil municipal, dans un objectif de protection face à la pandémie, merci de sortir rangée par rangée, en partant du fond de la salle et de ne pas vous regrouper sur le palier ou dans l'escalier. Après, à l'extérieur, voilà. Et vous comprendrez, vous comprendrez que pour diminuer les risques, ce n'est pas une demande de M. Joël Alain, hein, je le dis, hein, ce n'est pas une demande de serrage de budget. Nous ne partagerons pas le verre de l'amitié à la fin de ce conseil municipal. Les pots sont suspendus dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre patience et de votre participation extrêmement constructive. Il ne faut pas hésiter à les consommer en centre-ville. Oui.